qui a été créé via, enfin la suite plutôt de la création des aires marines protégées en 2011. C'est géré par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, donc on dépend de l'État directement. La superficie, j'en parlais, et si vous regardez les quelques chiffres qui représentent un peu le parc, donc on va de Cerbère, frontière espagnole, à Leucate dans l'Aude. Le territoire s'étend jusqu'à 35 000 nautiques, donc 70 km à peu près des côtes, enfin un petit peu moins, j'ai arrondi. Et on a 100 km de linéaire côtier, dont environ 35 de côtes rocheuses. Les parcs sont régis par 3 piliers, qui sont un peu notre essence, nos racines. C'est la protection du milieu, des habitats et des espèces. Classiquement, quand on parle d'aires protégées, forcément, c'est un pilier important. La connaissance du milieu marin, parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas, donc c'est notre deuxième pilier qui est tout aussi important. Et le troisième qui est peut-être un peu novateur, qu'on voit un peu moins dans les aires marines ou dans les aires protégées tout court d'ailleurs, marines ou terrestres, c'est le développement durable des activités maritimes. Le parc est géré par un plan de gestion qui nous permet d'avoir des objectifs, des finalités de gestion sur notre territoire. Si on rentre un peu dans le détail, donc je n'en ai sorti qu'un seul, bien sûr. On a un chapitre, par exemple, qui s'appelle usage durable, qui va à l'intérieur nous donner les clés pour essayer de gérer notre littoral. Alors, je ne rentre pas non plus dans le détail forcément dedans, mais en gros, une des finalités, donc nos finalités, c'est nos objectifs à atteindre à 15 ans, la durée de vie du plan de gestion, qui est de changer de paradigme, c'est-à-dire de passer de la défense contre la mer vers la gestion du trait de côte. Voilà, les objectifs d'affinités sont écrits ici, mais ce n'est pas forcément important que je les reprenne. Par contre, ce qui peut être essentiel, notamment dans un colloque comme aujourd'hui, qui parle de climat et d'environnement, c'est peut-être l'indicateur sur la vulnérabilité, sur l'érosion et la submersion. Parce que quand on parle, bien évidemment, de changement climatique, sur un littoral, ça va se matérialiser par des problèmes sur les plages et donc des problèmes notamment d'érosion, voire de submersion. On va rentrer dans la deuxième partie maintenant avec les études qui ont été menées par le parc depuis sa création, depuis 2014, et même un petit peu avant finalement, dès 2011, avec des suivis sur les herbiers de Posidonie. 2014, la DREAL menait une étude sur la dynamique morphologique des plages de la côte rocheuse des PO. Donc, là, je ne fais que la chronologie, on rentrera peut-être un tout petit peu dans le détail après. Donc voilà, c'est juste pour qu'on ait vraiment la vision un petit peu de toutes les études qui ont eu lieu depuis 2011. Le plan de gestion 2014, validé pour 15 ans, donc jusqu'en 2029. 2016, on a lancé un projet de suivi environnemental par satellite, à partir d'images très haute résolution, les images Pléiades. 2019, poursuite et livrable de cette étude de suivi par satellite, mais également la DREAL, appuyée sur un des projets du parc, la démarche ambition littorale, a sorti la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte, vraiment dédiée à la côte rocheuse, en 2019. 2019 également, le parc a financé un levé LIDAR de la côte rocheuse, pour essayer de voir comment se comportaient les falaises en complément des plages de poche. En parallèle et en complément, des photos aériennes par avion, des photos obliques, sur deux périodes. Une période qu'on appelle repère, qui voilà, un état zéro, et une deuxième période après une crue. 2020, on a refait un survol aérien après la tempête Gloria, donc ce qui nous permet d'avoir l'état initial, un post-crue et un post-tempête. Et la poursuite des travaux de Senvisat via une actualisation des connaissances de l'érosion de la côte Vermeille de 1942 à 2019. 2021, on a refait un suivi des herbiers de Posidonie à plus de 10 ans. C'était intéressant d'avoir cette temporalité, de voir l'évolution de l'herbier de Posidonie à 10 ans. Et à la demande de beaucoup d'élus qui nous disaient les gens ne savent pas exactement ce que c'est, l'érosion, etc., les populations, les touristes, on a mené une enquête de perception auprès de 200 ou 300 personnes, sur Banyuls notamment, voilà, enquête de perception sur l'érosion, leur perception de l'érosion du littoral. 2023, alimenté un peu par tout ça, une étude sur l'évolution du littoral des plages à côte rocheuse à l'horizon 2050. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau logo qui est apparu, c'est le logo de la communauté de communes Albert Côte-Vermeille Ilibéris. Donc on y reviendra juste après.
Et ensuite, la livraison d'une étude qui nous tenait à cœur également, c'est le suivi de la dynamique du trait de côte de 4 plages du littoral de la côte rocheuse. Donc ça, c'est les scientifiques du CEFREM qui ont mené cette étude, notamment appuyés par les suivis satellites, plus des vérités de terrain, topobathymétriques. Les 3 petits points nous permettent de poursuivre sur l'année 2023 avec la continuité des suivis satellites. Donc là, on rentre encore plus dans le concret, et histoire de valoriser aussi toute cette donnée-là et tout cet acquis-là, toutes les images satellites ainsi que les indicateurs associés se retrouvent maintenant disponibles en ligne, en accès public, sur une plateforme qui s'appelle Litosat GL. Voilà, donc toutes ces données sont maintenant consultables en ligne. Et 2023, également avec la communauté de communes Albert Côte-Vermeil et Libéris, deuxième action commune, déjà là, c'est les premiers pas d'une collaboration, la mise en place d'un plan raisonné des pratiques de nettoyage des plages sur Argelès-sur-Mer. 2024, création officielle de l'Obsroc, l'Observatoire de la Côte Rocheuse. François-Xavier va vous en parler en détail très bientôt. Et moi, j'ai continué donc, le suivi environnemental par satellite. Voilà, on faisait ça parce que, voilà, au départ, c'était une étude de faisabilité. Là, maintenant, on est vraiment rentré dans du concret. On a des choses assez intéressantes. Et on a poursuivi cette étude satellite jusqu'en 2029, donc jusqu'au prochain plan de gestion, de façon à pouvoir nous aider aussi sur la rédaction du prochain plan de gestion. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir un suivi satellite de 2017 à 2029. Nouvelle salve de suivi de photos aériennes. Donc là, c'est un état 0 à plus 5 ans. Un projet, et là, il y a un nouveau logo qui apparaît, c'est le logo de l'Obsroc, avec un projet sur Argelès de dune urbaine. Et en parallèle, les levées photogrammétriques de la côte rocheuse par drone et une orthophoto de la végétation dunaire sur Argelès. Le projet COSNAP, qui va venir aussi, donc toujours pareil avec l'Obsroc, qui devrait venir fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, fin du contrat de plateforme Litosat, donc la plateforme qui nous permet de visualiser les images satellites en 2026. Quid de la suite, est-ce qu'on va la garder ou pas? Là aujourd'hui c'est pas tranché, mais juin 2026, elle sera plus, en tout cas on ne financera plus en fin 2026 cette plateforme. Et 2029, les livrables satellites, et surtout pour nous une grosse actualité avec le nouveau plan de gestion de 2029 à 2044. Voilà, donc ça c'était pour vous dresser un peu la quantité d'études et de suivis qui ont été menées par le parc pour des partenaires finalement. Donc c'est pour notre besoin de gestion bien sûr, mais aussi pour répondre aux besoins de nos partenaires. On va regarder, si vous voulez, dans le détail un petit peu. C'est une autre chronologie, c'est une autre façon d'afficher la chronologie, mais sur laquelle on va voir les livrables qui vont être matérialisés. Donc chaque petit losange, c'est à chaque fois qu'on a eu un rapport ou des documents ou des résultats de suivi. Et les petits traits bleus, c'est la couverture temporelle, c'est-à-dire la couverture cette étude couvre quelle période de temps. Donc ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que malgré tout, la côte rocheuse, qui est un peu un parent pauvre quand on parle de suivi littoraux, malgré tout a quand même un nombre d'études et de suivis qui est relativement conséquent, avec une accélération logique depuis 2014, donc depuis que le plan de gestion du parc marin a été validé. Ça paraît normal, hein, on est sur notre territoire, on a des suivis à faire, ça paraît logique, mais on voit quand même qu'on a une belle accélération. Par contre, il y a aussi de l'antériorité, car les premiers suivis, premières études remontent, alors, c'est rétrograde certes, mais à 1942. Donc on a quand même une belle couverture d'infos qui permet à un nouvel outil comme Observatoire de la côte rocheuse de partir avec un set de données quand même assez conséquent. Là, j'ai besoin de la souris. Hop. Parce que si... Ah, j'ai pas la... Si, voilà. Ouais, mais en fait, voilà, c'est assez dynamique avec la souris. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement, en détail, un peu les différentes études. Donc, le plan de gestion, c'est un chapitrage qui est assez long. Il y a 700 pages. Donc, c'est un document assez conséquent, sur lequel on a un contexte au départ. Hein. Voilà, on part d'un point de départ, d'un contexte, d'un état zéro, d'un état initial, pour arriver à des finalités de gestion et matérialisées finalement par des suivis par indicateur. Donc là, vous avez 3 screenshots assez rapides de ces 700 pages qui vous montrent un peu comment est construit ce plan de gestion avec son indicateur et les métriques identifiées dessus. Alors, hop, j'ai besoin de la souris OS. On repart sur notre petit chronogramme. Le suivi des herbiers de Poussidonie. Pour nous, les herbiers de Poussidonie, c'est hyper important parce que vous voyez, l'herbier en lui-même,
Il répond à beaucoup d'enjeux écologiques, écosystémiques, biologiques, biotiques, abiotiques. Enfin, voilà. Il a un rôle essentiel sur notre territoire. Bien évidemment, l'oxygénation, protection du vinyle, etc. Mais comme on peut voir en bas, protection contre l'érosion du littoral. Donc on rentre une fois de plus un peu dans les besoins et dans la coopération avec l'Obsrock. Et donc, voilà, cet herbier de Posidonie avait été suivi en 2011-2012 une première fois. Donc là, vous avez deux cartes qui représentent un peu la distribution de l'herbier de Posidonie sur 2 secteurs. Donc là, je suis au Racou et Crique de Loli. Un nouveau suivi qui avait été réalisé en 2021, comme je disais rapidement tout à l'heure, avec une nouvelle technologie. Le suivi a été beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. On a installé également des carrés permanents. Donc ce sont des bornes phéno, des bornes phéno qui sont mises au fond, qui nous permettent d'avoir des points sur lesquels on peut revenir tous les ans pour suivre l'évolution de l'herbier visuellement avec des orthophotos qui sont réalisées sous l'eau. Et un suivi qui est fait avec l'ensemble des compartiments. Donc là, je ne rentre pas du tout dans le détail, ça serait très très long. Mais en gros, on a vraiment un suivi de l'état de santé de l'herbier à travers ce suivi par UBQI. Voilà, c'était... J'ai perdu la souris à nouveau. Voilà. Je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est très riche. Vous pouvez retrouver la majorité des productions de cartes qui sont produites par le parc sur un outil qui est en ligne également, qui s'appelle le LISMAP. Donc n'hésitez pas à aller dessus. En faisant LISMAP PNMGL sur Google, on arrive dessus, il n'y a aucun problème. Après, j'ai le lien sur la présentation si vous voulez. J'ai vraiment du mal avec la souris, je suis désolé. Voilà. Et si on zoome, on peut voir, par exemple, on a les différentes biocénoses, mais également la distribution des herbiers de Posidonie. Voilà, donc ça répond un peu à une question qu'on avait eue mercredi d'ailleurs, jeudi après-midi, qui nous disait ça serait bien qu'on ait accès aux données, notamment d'herbiers de Posidonie. En fait, voilà, il suffit d'aller sur le LISMAP du parc et tout est accessible. Le suivi par satellite, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de paramètres qui sont suivis. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le satellite, aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des informations assez précises. Alors, pas autant que certaines acquisitions de terrain très fines, mais on arrive quand même à avoir des informations très précises sur tout ce qui va être trait de côte. Sur la végétation dunaire, par exemple, la distribution de la végétation, alors là, ça va plus être sur la côte sableuse que la côte rocheuse, mais malgré tout, c'est une information qui est importante. Mais également sur la bathymétrie. On arrive à avoir une précision de nos fonds jusqu'à 10-15 mètres de profondeur à peu près. Hop, ouais, je repars là-bas. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. La plateforme de visualisation d'imagerie satellite dont je parlais tout à l'heure, voilà, pareil, c'est quelque chose qui est assez complet, qui est vraiment ciblé sur l'imagerie satellite. Donc vous avez à la fois la possibilité d'aller voir les images Pléiades très haute résolution acquises par le parc, mais également accès à des images moins haute résolution, Sentinel-2, avec en plus, là vous pouvez voir un calendrier par exemple, donc on peut aller choisir la date d'affichage de cette image, et vous pouvez jouer après sur le code couleur, histoire de faire sortir par exemple de la végétation. Je pense aux incendies de Saint-André il y a 2 ans en arrière, on a pu matérialiser assez rapidement justement grâce à ça, en jouant un peu sur le code couleur, on a pu voir la zone qui avait été incendiée par exemple. Voilà. Et puis là, ce sont tous les indicateurs qu'on va retrouver à l'intérieur de cette plateforme. Donc ça va du trait de côte, les ouvrages côtiers, qui sont une ressource importante pour nous, les barres sédimentaires, plutôt sur la côte sableuse, modèle numérique de terrain, donc ça c'est la bathymétrie, la végétation et les ressources photographiques, ce sont tous les survols aériens qui ont été réalisés. Hop. Je vais accélérer un petit peu, sinon FX n'aura pas le temps de parler. Perception de la population, ça je vais pas, il n'y a pas d'intérêt. Suivi de la dynamique du trait de côte du littoral. Donc là c'était simplement une cartographie, il y a juste une image pour vous montrer les 4 secteurs qui ont été couverts par l'étude en topobathymétrie. Vous pouvez voir le personnel qui était avec son DGPS, pardon, son GPS précis centimétriquement parlant pour cartographier la topographie de la plage. Et la même chose a été fait par bateau pour avoir la partie immergée.
Voilà, donc quelques chiffres comme ça et quelques visuels. Pareil, je pense que c'est pas intéressant pour vous aujourd'hui de rentrer dans le détail de ces résultats. C'est juste pour vous montrer un peu la rigueur scientifique qui a été faite et l'ampleur des suivis qui sont réalisés. Donc là, on voit les 4 plages qui ont été couvertes par l'étude. Mais clairement et concrètement, sur la côte rocheuse, il y a bien d'autres plages qui existent et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce suivi-là. Et bah, ça fait partie du passage de relais qu'on va faire à notre collègue de l'Obsrock qui devra s'en occuper. Si je poursuis, le projet de dune urbaine, donc en collaboration avec la CCA-CVI, la communauté de communes Albert-Côte-Vermeil et Libéris. Donc là, on est sur les zones qui sont dans le projet. Donc vous voyez, l'idée, c'est simplement d'essayer de revégétaliser, ou en tout cas de laisser la place à la végétation de reprendre sur certains secteurs qui sont aujourd'hui un petit peu en difficulté, en souffrance, et notamment par le passage des personnes. Et donc voilà, en essayant de garder quelque chose d'un peu naturel malgré tout. Donc c'est un projet de dune urbaine. Donc voilà, j'ai mis les logos dessus, mais c'est vraiment basé sur la stratégie nationale pour la biodiversité et également les solutions fondées sur la nature. Ouais, ça c'est pas, je vais pas rentrer dedans. La mise en place du plan raisonné, je sais pas, t'en parles pas toi? Non. Je vais très rapidement. Donc ça a commencé par un travail en salle, bien sûr, pour bien identifier les besoins et les objectifs de ce plan raisonné. Tous les acteurs un petit peu importants de la plage étaient présents, de la mairie bien sûr, mais après aux différents gestionnaires qu'on peut également rencontrer. Après, ça passe par du terrain. C'est important de se rendre sur place pour voir un petit peu les besoins et ce qu'on peut réellement faire sur place. Hop, la souris, c'est bon. Et donc là, en 2 slides très rapides, vous pourrez voir un petit peu l'évolution des pratiques de nettoyage de plage telles qu'elles ont été validées par la mairie. Donc sur le secteur d'Argelès, avec une diminution de la fréquence sur les plages les plus centrales et un arrêt de la mécanisation sur les plages les plus extrêmes, comme vous pouvez voir ici. Donc la mécanisation, les engins mécaniques qui ont un rôle important sur l'érosion, mais aussi sur la biodiversité des plages. Donc ça a été réduit sur la plage la plus urbaine et vraiment réduit de manière significative. Voilà. Ça s'accompagne bien évidemment aussi de sensibilisation, avec un questionnaire qui est réalisé sur les plages pour essayer de voir la perception des gens sur cette modification des pratiques de nettoyage de plage, et puis des stands, parce que c'est bien aussi d'accueillir les gens quand on change un peu les pratiques, pour leur expliquer sur les plages pourquoi est-ce qu'on a fait évoluer ces pratiques. Voilà. C'est pas les levées photogrammétriques de la côte rocheuse. Là, regardez, il y a un peu du visuel, ça donne ça. Donc ça, c'est un levé drone qu'on a réalisé en début d'année. Et c'est du visuel, mais je trouve ça assez parlant. Donc voilà, je vous ai mis une petite vidéo. C'est pas scientifique, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir étudier vraiment l'évolution. On enlève tout le mappage et on ne fait pas défiler comme ça l'image. On est sur du fixe, on est plutôt sur des concentrations de points. Mais ça donne comme une représentation qui est assez esthétique et assez pédagogique, je trouve, de ce qu'on peut faire assez facilement. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, en fait, mettre la vidéo en grand et la photo en petit. Alors, il faut que je sorte maintenant, voilà. Bon, je pense que j'ai pas mal parlé, là. Et je vais terminer avec les nouveaux projets qui arrivent. Alors, il faut que je jongle entre les icônes de PowerPoint. Est-ce que je vais y arriver? Non. Eh ben non, je ne l'ai pas eu. Attends, un dernier essai. Je suis têtu. Ah non, je l'aurai pas. Bon bah tant pis, vous ne saurez pas. Voilà, du coup je vous laisse avec FX parler de l'observatoire de la côte rocheuse. Bien, merci Greg. Donc du coup, je vais vous parler effectivement de cet observatoire littoral de la côte rocheuse, parce que c'est un passage de relais que me transmet Greg. Alors, cet observatoire, je vais vous expliquer rapidement à quoi il va servir, pourquoi encore un observatoire sur ce territoire, avec ses missions, le périmètre d'intervention. Je ferai un point sur l'apport de la géomatique
Alors, pour quelle raison? En grande partie parce que cet observatoire, il est grandement appuyé à la communauté de communes par le service SIG, donc les systèmes d'information géographique, que j'ai eu la chance de diriger pendant 10 ans. Du coup, je sais le potentiel de mes collègues pour appuyer ce genre de mission. Et pour arriver jusqu'à, effectivement, la construction de ce partenariat avec l'OFB. Donc, à quoi sert cet observatoire? Pourquoi un observatoire? Encore un observatoire de plus. Grégory vous l'a expliqué en parlant d'une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte. En fait, depuis 2012, nous avons une stratégie nationale en France de gestion intégrée du trait de côte. Donc, on sait depuis un moment qu'on a un problème avec ce trait de côte. Et cette stratégie, elle demande bien évidemment aux territoires littoraux de s'organiser avec des niveaux d'action un petit peu variables, hein, suivant le niveau d'organisation territoriale, mais en allant chercher de la compréhension scientifique du savoir vraiment au niveau régional, départemental ou local. En Occitanie, cette stratégie, elle est portée par le plan d'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle le PACLO. Et il est très clair, ce plan, il découpe notre territoire en 6 zones géographiques, 6 unités sédimentaires homogènes. C'est-à-dire qu'on considère que la côte Vermeille fonctionne globalement d'une certaine manière et la plaine du Roussillon d'une autre manière. Donc c'est 2 unités sédimentaires qui sont très différentes. Comme vous le voyez sur cette carte, chacune de ces unités sédimentaires sont accolées à des collectivités dans lesquelles on va avoir des SCOT, des EPCI qui sont compétents en matière d'urbanisme parfois, mais aussi en matière de GEMAPI. Alors GEMAPI, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Alors sur ce territoire, la GEMAPI a été découpée, puisque la loi le permet, entre la partie fluviatile qui est pilotée par des syndicats de bassin. Donc vous avez par exemple le syndicat du TEC ici qui va aussi jusqu'à la côte rocheuse, hein, puisqu'il s'occupe aussi des petits fleuves côtiers. Donc c'est lui qui va gérer la partie fluviatile. En revanche, la partie littorale, elle est clairement portée par la communauté de communes. Voilà. Donc raison pour laquelle on doit avancer sur ce sujet. Et donc, on a déjà une particularité que vous voyez sur la carte. La communauté de communes Albert-Côte-Vermeille, elle a la particularité d'être à cheval entre 2 unités sédimentaires différentes, la côte sableuse et la côte rocheuse. Alors, pourquoi ça nous pose un petit défi? Eh bien, parce que l'organisation que nous propose la région dans le PACLO, elle est simple. Elle considère que chaque unité sédimentaire doit s'organiser, donc là je vais parler des élus, hein, clairement, doit s'organiser pour écrire une stratégie d'adaptation propre à ce territoire, avec les particularités de ce territoire. Donc c'est ce qu'on appelle un copil de territoire, vous voyez, qui va réfléchir à cette stratégie. Mais ce copil de territoire, c'est pas facile d'écrire une stratégie. Donc il faut se poser des questions et puis il faut que ces questions, on puisse y répondre. Et pour cela, il faut s'appuyer sur un observatoire. Donc on a besoin bien évidemment des scientifiques qui viennent nous apporter les réponses à ces questions. Donc l'observatoire va être là pour fournir de la donnée de référence, pour générer des indicateurs de suivi comme tout observatoire. On ne réinvente pas des choses qui fonctionnent bien. Confirmer des tendances historiques, Grégory vous l'a dit jusqu'à présent, on n'arrive pas avec un observatoire qui n'a pas d'informations, on a la chance d'avoir déjà des données, des tendances historiques, aller chercher des données sur le terrain éventuellement, et puis commencer à projeter ce territoire dans ce qu'il aura à vivre d'ici quelques années. Donc du coup, vous avez compris que pourquoi il faut faire un observatoire? Parce que c'est un ordre, il faut qu'on le fasse. Voilà, déjà. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte sur notre territoire, avec le partenariat qu'on a avec l'Observatoire de la côte sableuse qui existe depuis 10 ans, mais que la communauté de communes n'a rejoint que depuis 5 ans, que ça fonctionne. Ça fonctionne. La compréhension s'améliore. Et donc, si vous lisez les journaux il y a pas très longtemps, vous voyez que sur la côte sableuse, on commence à engager les premières pistes de la stratégie. On démarre.
Donc il y a bien quelque chose qui est en train de s'engager. On a la chance d'avoir un petit frère à côté qui est un grand frère en fait maintenant, qui nous aide à comprendre dans quelle direction il faut aller. Et puis, Greg vous l'a dit, en 2023, alors suite en grande partie aux travaux qui avaient été proposés par l'OBSCAT, de tenter une première projection de ce littoral à l'horizon 2050, on s'est dit avec Greg, chiche, ça serait quand même pas mal d'avoir la même lecture sur la côte rocheuse. Avec bien évidemment un fonctionnement qui est un peu différent, des dynamiques qui ne sont pas les mêmes, des plages qui ne sont pas les mêmes. Et puis essayons de voir avec la richesse des images satellites que nous on n'avait pas, si on peut lever des tendances. Bon, globalement, la côte rocheuse se pensait à l'abri. Je le dis très clairement parce que c'est quand même ce qui ressortait la plupart du temps de nos débats. Hein. On n'a pas de problème sur la côte rocheuse. Et bon, 85% des criques sont en érosion. Donc il y a bien un problème. Il y a bien un problème, et un problème qui n'est pas d'une dynamique aussi folle que ce qu'on a sur les plages de la côte sableuse à certains endroits, mais il y a bien un problème. Donc il faut commencer sérieusement à s'y intéresser, et vous voyez que c'est surtout une question d'attractivité territoriale qui est en jeu aussi, parce que sur cette côte rocheuse, une plage qui disparaît, c'est un accès à l'eau qui disparaît, et on est bien conscient que la dimension touristique de notre territoire, elle porte en grande partie sur sa capacité à amener des gens au bord de l'eau. Donc on a quand même un vrai défi qui se présente à nous. Et puis on voit qu'à certains endroits, il n'y a pas que des enjeux visibles, il y a aussi des enjeux invisibles qui nous posent problème. Et sur cette étude, on s'est rendu compte, alors ça c'est la chance de croiser les informations avec le service SIG de la communauté de communes qui appuie en particulier la régie des eaux, on s'est rendu compte que dans nos projections, si ça continue à reculer comme ça, c'est nos réseaux d'assainissement qui vont commencer à avoir des problèmes. Alors c'est une projection qui vaut ce qu'elle vaut, mais la réalité c'est que ça, pour la régie, c'est un gros défi. C'est un gros défi parce que dire qu'une alimentation en eau potable ou un réseau d'assainissement peut être impacté, ça veut peut-être dire repenser complètement le fonctionnement du réseau dans la commune. C'est la conduite que vous voyez à l'écran, elle est peut-être en train de récolter la totalité du réseau d'assainissement de la commune de Collioure. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est la réalité. C'est une des conduites les plus importantes. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir si, bien évidemment, les projections se confirment. C'est toujours la même problématique. Et on l'a vu cette semaine avec les différentes projections qui ont été faites. C'est pas simple de dire le futur. Et plus on va loin, et plus on met des incertitudes. Et les élus, ils n'aiment pas les incertitudes. Je les comprends. Donc, l'émission de cet observatoire, c'est bien évidemment d'observer le littoral, d'aller chercher de la donnée, soit en interne, directement sur le terrain, soit par l'intermédiaire des différents partenaires. Donc, j'en profite dans cette salle. On a besoin de scientifiques, on a besoin de vous, grandement. Bien évidemment, comme tout observatoire, l'intérêt, c'est de mutualiser ces données, de les bancariser. Donc c'est là où vous allez comprendre l'importance de la géomatique pour nous. Le fait, bien évidemment, de pouvoir les rendre disponibles au plus grand nombre. Donc ça rejoint aussi le travail du parc en ce sens. Il y a évidemment un énorme volet sur la communication, la sensibilisation. On a bien compris par les études de perception que c'est pas simple, cette perception du risque, particulièrement sur la côte rocheuse. Et puis, bien évidemment, apporter des préconisations aux différents gestionnaires. Le périmètre d'intervention, je vais vous le faire simple, c'est pas compliqué, vous l'avez compris, la côte rocheuse démarre au premier rocher du Racou et s'arrête à Cerbère. Ça fait quand même 40 km de côte à observer, 5 km de plage sur ces 40 km de côte. Nous avons sur ce territoire 2 communes qui se sont inscrites sur le décret érosion, le décret lisse,
Alors, une qui est la commune de Collioure et la seconde que vous verrez très prochainement apparaître parce qu'elle s'est inscrite au mois d'octobre et donc le décret n'est pas encore paru, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et vous avez aussi la commune d'Argelès qui actuellement est en cours d'étude d'un nouveau PPR inondation-submersion. Donc vous voyez qu'on est en plein dans cette actualité. Maintenant, je vais juste vous aborder la notion de l'apport de la géomatique pour la communauté de communes. Donc la cartographie, si vous voulez, pour simplifier. Ça fait depuis 2004 que la communauté de communes a développé un service de géomatique pour les besoins d'abord de la régie des eaux, qui avait tout simplement besoin de savoir où passent ces réseaux qu'elle récupérait. Et ce service n'a cessé d'évoluer, passant de un agent, j'ai été cet agent, donc je sais bien, à aujourd'hui 5 agents, avec des compétences qui se sont énormément développées sur la capacité à produire des applications pour vulgariser la science, en fait. Donc, on a des capacités aujourd'hui à un point tel que l'OPSROC a été voté, validé en décembre 2024. Et nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2025. Et on a déjà notre propre portail géré en interne avec l'ensemble des différentes applications des nôtres, bien sûr, qu'on développe nous-mêmes, mais aussi celles que développent nos différents partenaires, parce que notre idée, c'est bien évidemment que ce portail soit le point d'entrée à toutes les personnes qui se posent des questions sur le littoral. Donc on ne va pas refaire ce que les autres savent très bien faire. Par contre, ce que nous, on est capable de venir rajouter, on va se faire plaisir pour le faire, bien évidemment. Ça vous permettra aussi, peut-être localement, de vous rendre compte de ce que fait la communauté de communes, parce que ce n'est pas simple de faire comprendre ce que fait la communauté de communes. Donc vous retrouverez un certain nombre d'outils sur ce portail avec bien évidemment des liens vers nos partenaires comme le partenaire comme l'OPSCAT, comme le parc marin, l'ISMAP par exemple que présentait tout à l'heure Grégory, bien évidemment on pourra le retrouver par cet intermédiaire. Voilà, notre idée c'est vraiment d'aider à la compréhension. Mais c'est aussi de vous montrer qu'on est capable de développer des applications et celle que vous avez sous les yeux, c'est celle finalement qui est issue de l'étude faite en 2023 par le parc. C'est cette fameuse étude d'évolution du trait de côte sur la côte rocheuse en 2050. Et donc c'est une méthode qui s'appelle la méthode DESAS. Donc DESAS, c'est un outil qui est intégré au logiciel de SIG. Donc ça fait partie de notre savoir-faire aussi. Et du coup, on a une fameuse droite de régression qui nous permet de définir en 2010, mon trait de côte était à tel endroit. En 2015, il avait légèrement reculé. En 2020, il est à tel endroit. Et finalement, de se dire, tiens, j'ai une dynamique de régression ou de progression, ça peut arriver à certains endroits. Et si je la projette dans le temps, jusqu'où à quel moment on va commencer à avoir des problèmes. Ça nous permet du coup, en croisant ces données-là, de mesurer le nombre de réseaux qui risquent d'être impactés, le nombre d'habitations qui risquent d'être impactées. En fait, ce qu'on fait là, localement, c'est ce que le CEREMA vous a présenté nationalement en vous disant qu'en 2100, il y avait 450 000 habitations qui seraient susceptibles d'être impactées par la montée des eaux. Nous, on le fait localement, parce qu'on a des choses beaucoup plus précises finalement que ces données nationales. Les indicateurs nationaux sont très intéressants pour une portée nationale. Les indicateurs locaux sont bien plus intéressants quand on veut faire une stratégie locale. On a donc étudié l'ensemble des 26 criques les plus importantes du territoire. Vous voyez que sur les 488 points qui ont été mesurés, 410 sont en érosion et 78 sont en accrétion. Il y a des endroits où, oui, localement, ça avance. Et il faut se poser des questions. Pourquoi à cet endroit-là, ça avance et pourquoi aux autres endroits, ça n'avance pas? Est-ce que c'est lié au fait que cette plage est alimentée par un cours d'eau? Ça peut être le cas à certains endroits. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, l'herbier de Posidonie joue un rôle dans une forme de frein, de stabilisation à certains endroits? Toutes ces questions-là, on a besoin effectivement de les lever. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets qui
qui aujourd'hui nous interpellent et qui vont probablement s'accélérer. On l'a vu avec les différentes présentations depuis 3 jours. Voilà, c'est suffisant aujourd'hui pour s'arrêter et commencer à réfléchir. Du coup, le suivi commence. Greg vous l'a dit, ces magnifiques petits drapeaux qu'on a commencé volontairement. Alors, ça n'a pas été simple de faire accepter ça aussi par nos élus, de faire comprendre on est prêt ou on n'est pas prêt à mettre ce genre de drapeau sur une plage. On est prêt, oui, mais en étant présent et en expliquant. Sinon, on génère de l'angoisse et c'est pas ça, c'est pas le but. C'est pas le but. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Wolfgang Kramer qui disait que c'était de l'action que partait l'espoir. Ben voilà, on démarre. Donc pour préparer l'avenir et aller chercher de la donnée, ben, évidemment l'apport du satellite est important. Grégory vous l'a démontré. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dans les travaux qui sont faits par le parc, mais aussi rendu compte, en particulier sur cette étude-là de suivi satellite, que le travail de terrain était indispensable. Indispensable. Et qu'il fallait absolument mêler les deux approches, ne serait-ce que pour confirmer ce qu'une IA est capable de produire, ce qu'un suivi satellite est capable de produire. Et donc, on va commencer ces premiers levées. Voilà, je vous ai dit que l'observatoire est né en décembre. Il a 6 mois, c'est un jeune bébé. Mais je pense qu'au mois d'octobre, vous commencerez à me voir passer sur certaines plages. Donc, je ne suis pas là pour acheter du terrain. Je serai là pour prendre des mesures. Du coup, tout ça... ça confirme les différentes étapes clés qu'on a eues dans ce partenariat avec Greg depuis 2020. Alors, pourquoi pas plus tôt? Tout simplement parce que la compétence GEMAPI, on l'a depuis 2020. Donc, je ne pouvais pas le faire avant, on n'avait pas le droit, tout simplement. Enfin, moi, j'avais d'autres missions avant. Et puis, effectivement, il y a besoin d'un temps aussi pour comprendre ce que fait le parc. On a eu besoin, pendant un certain nombre d'échanges, de participer à des présentations, de comprendre, d'être finalement relais un petit peu, transmission de ce que nous apportait le parc comme information. Ça nous a permis effectivement de nous interpeller sur la problématique de l'entretien des plages, qui n'est pas une compétence de l'intercommunalité, mais bien une compétence des communes. Et la porte d'entrée interco, c'est beaucoup plus simple pour aller intervenir auprès des communes. Donc on a choisi de former des agents des communes. Voilà. Donc c'est bien Interco qui a financé la formation des agents des communes dans ce registre-là, parce que en faisant ça, on améliorait la gestion intégrée du trait de côte, parce qu'on ralentissait notre problématique d'érosion. Donc on est bien dans notre travail. Il y a un certain nombre d'actions conjointes de sensibilisation, cette fameuse étude. Et puis vous voyez, petit à petit, on se fait de plus en plus confiance, on mutualise des ressources, on mutualise parfois des choses toutes bêtes. On part sur le terrain avec la même voiture, avec le même bateau, ça aide pour inspecter la côte rocheuse. Et puis aujourd'hui, ça prend une nouvelle forme, la forme de cet observatoire, qui peut-être sera une courroie de distribution pour le futur, je ne sais pas, on verra bien. Et puis le fameux contrat de coopération donc, pour la réhabilitation d'espaces dunaires, donc le projet Dune urbaine, c'est notre premier projet réellement GEMAPI sur le territoire, et ça sera un projet fondé sur des solutions fondées sur la nature. Parce que la stratégie nationale est très claire. Et c'est ça qu'il faut faire, et donc c'est ça qu'on fait, tout simplement. Ah, c'était la dernière diapo. Donc, merci pour votre attention.